association. Donc moi je suis le président, mais on a François Levé ici qui est le trésorier, et puis Laurent Alzard qui n'est pas présent, qui est resté dans son comptable. Voilà. Vous allez voir qu'on a une association qui est particulière, mais qui participe vraiment à la restauration des rivières. On est tous pêcheurs dans cette association, mais on a surtout une action citoyenne. Alors, nous, on a une histoire qui est très particulière, c'est-à-dire que les 3 fondateurs de cette association, on ne se connaissait pas, on s'est rencontrés au bord de l'eau, chacun pêchait dans son coin. Et puis à l'âge de 14-15 ans, on a partagé des parties de pêche ensemble. Et puis après, on a partagé d'autres moments de la vie. Et puis vous voyez, après, donc ça c'était dans les années, il y a 40 ans en arrière au moins. Et puis on a créé cette association en 2006. Et 17 ans après, on est toujours présent. Voilà, et on est toujours autour de cette rivière, parce qu'on a une rivière exceptionnelle, on a tous une rivière de cœur. Nous, notre rivière, c'est l'Alagnon, c'est une rivière exceptionnelle. Elle est exceptionnelle pourquoi? Parce qu'elle abrite des espèces remarquables. C'est une des rares rivières de France à abriter de la truite fario, de l'ombre commun et du saumon de l'Allier. C'est 3 poissons qui sont réunis, qui sont des poissons autochtones, non introduits. C'est dans quelle région? Alors, je vais vous montrer juste un tout petit peu plus loin. C'est le Cantal, mais vous allez voir. Là, le départ de cette association, il est né en fait déjà dans les années 2000 parce qu'on a constaté une eutrophisation galopante des cours d'eau. Vous savez tous ce que c'est nitrate-phosphate qui aboutit au développement de diatomées. C'est une sorte de boue qui va colmater le fond des cours d'eau, colmate donc tout le fond des cours d'eau et les cailloux, vous voyez. Donc on a vu que les choses ne bougeaient pas énormément et on avait une opportunité, c'est-à-dire qu'il y avait un contrat territorial et on savait qu'il y avait un SAGE, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui se mettait en place. Et on a monté l'association en 2006 pour faire partie donc, de ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Et on est membre de cette commission locale de l'eau du SAGE par décision du préfet depuis le 9 septembre 2008. Et on est aussi représentant de cette commission locale de l'eau au contrat territorial. Donc on a impliqué, alors un SAGE, si vous ne savez pas ce que c'est un mini-parlement de l'eau qui est à l'échelle d'un bassin et qui va regrouper des élus, des représentants de l'État et des usagers pour satisfaire les besoins en eau et puis protéger les milieux aquatiques. Donc c'est très important parce que c'est là où on trouve les gens importants et où on trouve les leviers pour faire bouger les choses. Dans les SAGE, vous avez éventuellement des fédérations de pêche, mais vous n'avez pas des APPMA. Les APPMA ne sont pas assez grosses pour monter sur des SAGE. Alors là, je vais vous donner la réponse à votre question. Le bassin versant de l'Alagnon, vous voyez, c'est ce petit territoire qui est orange. Donc l'Alagnon se jette dans l'Allier, qui bien sûr est un affluent de la Loire, donc on fait partie du bassin versant de la Loire. Vous avez ici donc le territoire de l'Alagnon, c'est 3 départements, c'est le Cantal, un petit bout de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. Vous avez des villes que vous connaissez peut-être, Murat, Neussargues, Massiac, vous avez Landes-sur-Alagnon, et puis sur les affluents vous avez Blel, Allanche, ça vous parle peut-être des unités paysagères qui sont magnifiques, il y a le Césalier, les monts du Cantal, la Margeride, les Pays Coupés, la Limane. Voilà, 1000 km², 20 000 habitants, peu d'industrie, énormément d'agriculture avec de l'élevage. En fait, on a les problématiques des têtes de bassin. Vraiment, c'est une tête de bassin. Alors, on a une vision sur l'eau, c'est-à-dire que on sait très bien que l'indice piscicole-rivière, lui, il est fonction de plusieurs paramètres, c'est la qualité, la quantité et la température d'eau. Si on arrive à jouer sur ces paramètres, eh ben on aura une restauration des milieux aquatiques et une préservation de la faune piscicole. Vous pourrez faire des enrochements, vous pourrez aménager des frayères. Si votre qualité d'eau n'est pas bonne, si les fonds sont colmatés, ça ne servira à rien. Donc les vrais leviers, ils sont là. Et c'est là le combat qui est le plus difficile. Souvent les gens ils ne le voient pas, mais c'est là où il faut être. C'est vraiment sur ces actions-là. Nous, nos interlocuteurs, ils sont très variés, ils sont multiples, et on ne fait pas partie, on n'a pas cette problématique du millefeuille administratif. On n'a aucun conflit d'intérêt, on n'a aucune subvention, on est 100% libre.
Donc on peut s'adresser aux usagers de l'eau, la population, les pêcheurs, les APPMA, les fédérations de pêche, parce que vous allez voir que tout n'est pas toujours bien fait. Les agriculteurs, les responsables de centrales hydrauliques, bien sûr on a les élus, hein, les maires, les conseillers départementaux, les députés, les représentants de l'État, la DDT, l'OFB, les agences de l'eau, et on ne s'interdit pas de faire des courriers pour le préfet ou les ministères concernés. Notre champ d'action il est très vaste, hein, vous voyez, on est très actif sur l'assainissement. Vous verrez qu'on a des actions sur la pollution agricole, sur la gestion patrimoniale, la continuité, le nerf de la guerre qui va devenir les quantités d'eau, le volume maximal prélevable, et puis bien sûr on a une activité de sensibilisation. Mais ce n'est pas notre cœur de métier finalement, la sensibilisation on le fait parce qu'il faut faire parler de la Lannion, des espèces exceptionnelles, il faut que les gens viennent au bord de l'eau pour voir ce qui se passe. Alors sur l'assainissement, je ne vais pas tout détailler, mais on va jouer nous sur des incitations à la fois financières, mais aussi sur des incitations réglementaires. Alors on a pu avoir des actions, par exemple, on avait écrit au ministère de la Relance en 2008 et en 2020 pour qu'il y ait une rénovation des systèmes d'épuration des communes rurales. On avait été reçu en 2008 au ministère de M. Devedjian par un de ses conseillers à l'époque, vous voyez la photo, c'était en 2008. On a été un peu naïf au départ parce qu'on pensait que tout fonctionnait bien sur notre territoire et on pensait que les communes avaient des stations d'épuration qui fonctionnaient. Et on s'est aperçu au fur et à mesure des années que ce n'était pas le cas. Et encore aujourd'hui, on estime qu'il y a un tiers seulement des communes qui ont des systèmes d'épuration qui fonctionnent. 2 tiers qui ne fonctionnent pas du tout, ou très peu. Et c'est vrai que la police de l'eau ne fait pas toujours son travail. Donc on avait écrit déjà au ministère de l'écologie en 2019 en lui demandant qu'il y ait une transparence des données de fonctionnement des stations d'épuration, ce qui n'est toujours pas le cas pour les communes de moins de 3500 habitants. Vous pouvez chercher, pour l'eau potable c'est bon, mais pas pour l'assainissement. Vous ne pouvez pas connaître, il faut demander aux mairies et les mairies ne vous donnent pas les chiffres. On a interpellé une députée du Loiret qui a posé une question au gouvernement à ce sujet, qui avait répondu il y a 4 ans que dès qu'un vecteur législatif le permettrait, il rendrait obligatoire la publication de ces chiffres. 4 ans après, c'est toujours pas fait. On a interpellé à nouveau cette députée qui vient de faire un courrier à M. Béchu là, en 2023 et on attend sa réponse. Vous voyez, donc ça c'est sur le plan un petit peu de l'État. Sur les élus, les élus, on va les voir, on les encourage. Dès qu'il y a des travaux qui sont effectués, on arrive à faire des articles de soutien dans la presse. Mais aussi on les incite, c'est-à-dire qu'on a fait une lettre ouverte en 2023 en leur rappelant leurs obligations. Et on a fait une publication, d'ailleurs cette année, un article dans le journal de la Montagne sur l'assainissement, l'urgence de l'année. Donc on alerte aussi la population par rapport à cette nécessité. Et puis on fait d'autres actions pour interpeller sur l'assainissement. Ça porte ses fruits, c'est très lent, mais ça commence à prendre. Sur le volet gestion patrimoniale, alors on a une chance exceptionnelle sur cette rivière, on a de l'ombre commun, on a du saumon, de la truite fario. Sur l'ombre, il y avait M. Henri Persat, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est le spécialiste de l'ombre commun en France. Il avait fait une étude génétique alors, sur les ombres du Rhin, du Rhône et ceux de la Loire. Il était venu sur l'Allier, il lui manquait la rivière à Lannion à faire. Donc on l'a interpellé, on lui a demandé pourquoi il ne venait pas sur la Lannion. Et en fait, il avait un problème de financement. Donc on l'a mis en relation avec la Fédération de pêche du Cantal. Et l'association Vive la Lannion a participé aussi financièrement et physiquement à cette étude génétique sur les ombres de la Lannion. Il a pu, grâce à cette étude et celle qu'il avait réalisée précédemment, montrer que les ombres de la Loire étaient génétiquement très distants de ceux du Rhin et du Rhône. Et il a pu décrire ainsi une nouvelle espèce qui est inscrite à l'inventaire national du patrimoine naturel sous le nom d'ombre d'Auvergne. Donc l'ombre que vous retrouvez dans la Lannion, c'est une espèce très particulière qui s'appelle l'ombre d'Auvergne. Pour le saumon, on défend la reproduction naturelle depuis le départ. Et il faut savoir qu'il y a des soutiens d'alvinage qui sont réalisés. Il y a le Conservatoire national du saumon qui se trouve à Chanteuge. Et ça nous pose problème parce qu'ils vont prélever des géniteurs. Ils prélèvent jusqu'à 20% des géniteurs qui remontent à Vichy. Ils prennent des mâles, ils prennent ceux qui arrivent le plus tôt, ils prennent les meilleurs pour la reproduction naturelle. Et c'est des saumons que vous ne reverrez jamais plus dans la rivière. C'est-à-dire qu'ils ne retournent pas à la rivière. Et
on a pu obtenir un arrêt de l'albinage en tacon sur la Lannion en 2016, en alertant aussi la Fédération de pêche du Cantal et le SAGE à l'amont. Pour la truite, on a vu des présidents d'APPMA se battre pour la gestion patrimoniale. Et il faut savoir qu'il suffit que le bureau y change et tout va changer. C'est ce qui s'est passé sur la Lannion. À Massiac, en plein milieu de la Lannion, vous avez une APPMA qui déverse des truites arc-en-ciel et qui a maintenant mis en place un parcours à gestion halieutique. Tout ça parce que cette APPMA n'a pas de plan d'eau. Et donc elle a trouvé le bon moyen de faire ça en plein milieu de la rivière. Ce qui va à l'encontre des textes, ça va à l'encontre du plan de gestion piscicole et qui va à l'encontre des directives d'usage. Alors on a fait des recours auprès de la PPMA, de la Fédération de pêche du Cantal. On a beaucoup de mal et on est en recours actuellement avec le préfet. Mais je peux vous dire que c'est pas facile. Et on voit que finalement, parfois, les associations de pêche, nous sommes pêcheurs, mais les associations de pêche défendent avant tout l'usage de la pêche avant la protection des milieux aquatiques et des espèces. On en a le cas, nous, ici, sur la Lannion. La pollution agricole, il faut savoir que personne ne veut s'y attaquer. Quand il y a eu le SAGE, quand on était sur la réélection du SAGE il y a 2 ans, 3 ans, il n'y avait pas de volet sur l'agricole. On a dit c'est pas possible, il faut y aller, c'est un sujet qui est très sensible. On a réussi à mettre autour de la table les représentants des éleveurs, les chambres d'agriculture, la personne qui s'occupait du SAGE, et on a mis en place une règle épandage d'harmonisation entre les petites et les grandes exploitations. Une règle qui fonctionne bien, c'est-à-dire une bande tampon enherbée de 10 mètres et un épandage au-delà. Comme sur ce schéma que vous voyez, on peut épandre au-delà des 10 mètres. Et là, on est toujours en lien avec la Chambre d'agriculture pour essayer de mettre en place un bulletin épandage semestriel qui finalement sera un rappel aux bonnes pratiques, aux recommandations, comme ça se fait dans d'autres métiers. Voilà. On ne se prive pas non plus d'écrire, vous voyez, de publier dans des revues telles que France Agricole pour faire part de certaines choses, et puis on nous accorde d'ailleurs des petits articles. Alors la quantité d'eau, ça c'est la chose finalement qu'on n'a peut-être pas vu venir il y a 17 ans en arrière, et puis maintenant on en est persuadé, ça fait 5-6 ans qu'on voit que les rivières souffrent et ça va être le nerf de la guerre. On a de la chance parce que sur le SAGE, on a travaillé dessus avec tous les autres acteurs du SAGE, on n'est pas seul, sur les volumes maximum disponibles et répartition par catégorie d'utilisateurs, sur les prélèvements en eau superficielle et puis surtout sur la protection des zones humides. Vous savez, ces véritables éponges qui relarguent de l'eau en période d'étiage. Voilà. Notre positionnement au sein du SAGE nous permet d'avoir des avis qui sont faits à la demande du préfet. Alors on est intervenu sur le classement des cours d'eau, sur la création d'un plan d'eau pour la neige artificielle au Bioran en 2010. On a obtenu un refus d'augmentation de puissance d'une centrale hydraulique en 2023. Et puis là, on a été sollicité par exemple récemment pour le projet Arrêté 4 sécheresse en 2023, en interrogeant sur le rôle de la police de l'eau. Parce que c'est toujours le problème, que fait la police de l'eau? Sensibilisation, finalement, on ne va pas s'y attarder. Alors, on nous a présenté comme une action, comme une association de communication, mais on en a besoin pour exister, mais c'est pas nous, c'est pas notre fibre naturelle, c'est pas notre ADN. Notre ADN, c'est vraiment de faire bouger les lignes. Vous l'avez compris. Donc, on fait des conférences. On en a fait 4, 2 qui ont été présentées dans les bassins, dans les collèges du bassin versant de la Lannion. Une, vous en avez peut-être entendu parler, qui s'appelait Y a-t-il de la vie sur la planète à Lannion, qui s'est exportée au Festival de Loire à Orléans, qui est un très gros rassemblement fluvial biannuel. Et la dernière, qui va être bientôt disponible sur YouTube, qui s'appelle L'inconnu de la Lannion, qui est un petit film. Voilà, donc on a des articles de presse, des manifestations, on a fait des partenariats, et surtout on a un site internet qui est riche, qui recense toutes les actions que l'on a fait depuis 17 ans. Donc, vous pouvez trouver plein de choses, et on essaye de mettre en valeur notre territoire. Alors, vous avez bien compris, notre position à nous, c'est quoi? C'est le respect des usages, mais on a une ligne rouge. C'est la qualité de l'eau, des débits et des températures qui permettent la vie aquatique. Donc ça, on défend formellement ça. Mais tout le reste, effectivement, on essaye de respecter tous les usages. Alors, je voulais vous présenter, on a presque terminé.
nos 3 espèces exceptionnelles. Alors notre truite, hein, bien sûr, truite fario qui a un morphotype à l'agnon, point rouge, point noir très, très abondant. L'ombre d'Auvergne, qui se caractérise par énormément une ponctuation très riche en points noirs, un museau plus allongé, une bouche un peu plus infère, et puis cet exceptionnel poisson qui est le saumon de l'Allier. On en a encore quelques-uns qui remontent. Voilà. Donc ça, c'est les 3 espèces qu'on a sur notre rivière. Pour finir, d'abord, je voudrais vous remercier de nous avoir choisis comme lauréats, encore une fois, parce qu'on est très heureux. Le prix Charles Ritz, c'est un prix qui nous parle et on est vraiment heureux que l'association Vive la Lannion fasse partie maintenant de l'histoire de ce prix. Je vais faire une conclusion en 3 images. Vous voyez, la première, c'est le bureau. Hein, je vous ai dit, vous avez eu les 3 jeunes adolescents que vous aviez vus il y a plus de 40 ans. Et bien, ils sont toujours là, ils sont présents. Donc, on se retrouve toujours autour de cette rivière qui nous unit. Et puis, on espère qu'on fera encore de longues années avec cette association pour la protéger, bien sûr. Donc, on s'est vraiment... voilà, on s'est engagé sur la durée. La deuxième photo, bien sûr, c'est l'immense monsieur Charles Ritz, grand pêcheur, protecteur des rivières. Et on pense que si monsieur Charles Ritz avait fait une association, il aurait probablement créé une association proche de l'association Vive la Lannion, c'est-à-dire une association qui est libre, qui est unique, qui est engagée. Je pense que ça aurait pu correspondre vraiment à sa personnalité. Et puis pour finir, vous voyez, ça c'est... Je crois que si on a un rôle, on en parlait tout à l'heure avec monsieur, si on a un rôle, nous, c'est de transmettre. Et ce qu'on souhaite, c'est de transmettre ce monde du vivant, ces espèces piscicoles, à nos enfants, à nos petits-enfants. Et puis, on espère qu'eux, ils pourront les transmettre aussi à leurs enfants. Et vous voyez, donc, ils sont déjà tournés vers le bassin de versant de la Lannion. Ils se sont tournés vers l'avenir. Et nous, on espère qu'on aura un avenir où il y aura plein de truites fario, plein d'ombres d'Auvergne et plein de saumons de l'Allier. Je vous remercie.